Donc, alors, campagne présidentielle. Donc Denis Père est avec nous. Alors, c'est pure coïncidence, purement fortuit. Merci d'être là, Denis. Mais c'est vrai que vous allez nous plonger dans la campagne présidentielle puisque vous avez annoncé hier que vous étiez candidat à la primaire de la droite. Léonidas Kalogiropoulos. Salut Léonidas. Bonjour. Entrepreneur, patron de médiation et arguments et toujours vice-président du mouvement Patronalitique. Et puis fondateur de Entrepreneurs pour la République. Mais Léonidas, enfin je te l'ai déjà fait une fois d'ailleurs, je me souviens, il y a 20 ans que tu es vice-président du mouvement Patronalitique. C'est tout à fait exact. Et c'est ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Absolument. Et Bertrand Martineau, bonjour Bertrand. Bonjour. Économiste, chercheur, spécialiste des questions d'emploi. Et ensemble, une fois qu'on aura discuté quand même de la présidentielle, après le sujet m'intéresse énormément. On a beaucoup parlé avec Denis Père, puisqu'on en parlait à l'époque où vous aviez lancé Citoyens, c'était ça, Nous Citoyens, du sujet de savoir si un entrepreneur en politique, ça a du sens. Et on parlera ensemble de la réforme de l'assurance chômage. Bertrand, vous êtes là, je vais absolument profiter de votre expertise sur ce sujet, puisque cette réforme-là, visiblement, le gouvernement est décidé à la mettre en place en octobre. Ça a été répété la semaine dernière, vu d'ailleurs la bonne santé de l'emploi. Donc on va parler de ça dans une deuxième partie d'émission. Mais d'abord, Denis, alors on ne va pas là définir des programmes ou des choses comme ça. Je vous ai amené, je vous ai amené c'est une référence pour ceux qui s'intéressent à Margaret Thatcher. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve le bouquin de Jean-Louis Thiriot sur la biographie de Margaret Thatcher. Et puis j'ai ressorti, si on peut la mettre à l'antenne, la fameuse couverture de The Economist en 2006. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. 2006. C'est cette logique-là, Denis ? C'est cette logique-là, c'est la logique du besoin de réformer l'État, effectivement la mère de toutes les réformes, la réforme qui n'a pas été faite, mais d'un choc évidemment. D'un choc, ça ne veut pas dire nécessairement la brutalité qu'on a connue avec Thatcher, mais ça veut dire en tout cas certainement confronter les Français au blocage du pays, aux résistances qui font qu'on n'a jamais fait cette réforme de l'État et qu'on a aujourd'hui une dépense publique qui est hors de contrôle plus que jamais, des prélèvements à 6 points de PIB de plus que la moyenne européenne, 140 milliards d'euros, 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, qui aujourd'hui pénalise notre économie, continue de la tirer vers le fond, continue d'être un poids considérable, qui fait qu'on s'endette tous les jours pour financer simplement les dépenses courantes du gouvernement, qu'on endette nos enfants aujourd'hui. Moi j'y vais, je vais vous dire, en tant que père de famille, père de 4 enfants, avec une vraie responsabilité en disant on peut pas continuer à ne rien faire par rapport à une situation où on continue d'endetter nos enfants, leur laisser un pays surendetté, leur laisser un pays avec une éducation nationale qui ne marche pas, Denis, vous qui est la dernière des classements et qui fait qu'aujourd'hui on les prépare même pas à créer la richesse qui va leur permettre de rembourser cette dette. Tiens, ça va être un le point de départ. Ça va être un de mes gimmicks, Denis, c'est qu'on arrête de dire qu'on endette nos enfants. On n'endette pas plus nos enfants que nous. Aucun État ne rembourse ses dettes. J'ai appris ça grâce à Jean-Marc Daniel. Dans aucun budget depuis 1850, je crois, il n'y a inscrit quelque part le remboursement du principal. Donc, c'est des intérêts que nous payons, qui pèsent aujourd'hui sur l'activité économique. Point. Mais pas qui ne pèseront pas plus sur nos enfants que sur nous. Sauf que les taux d'intérêt aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Ils sont à un niveau très bas et donc effectivement on en profite. C'est l'open bar. Et le jour où les taux d'intérêt augmentent, ça va être une catastrophe. Le choc sur l'économie sera encore pire, encore plus violent. Donc on a, je pense, l'obligation de s'y mettre sérieusement. L'industrie aujourd'hui est à 11 points de PIB. C'est le niveau de la Grèce. On est un pays qui a été aux avant-postes de toutes les révolutions industrielles et aujourd'hui on a le niveau de l'industrie de la Grèce. On a co-inventé l'aviation avec les Américains, on a co-inventé l'automobile, on a inventé le cinéma, la photographie, on est le pays de Pasteur. Aujourd'hui on n'a pratiquement plus d'industrie. La conséquence de cette situation, c'est les classes populaires dans les zones périphériques du pays qui se révoltent à juste titre parce qu'on les a laissés tomber, parce qu'on a laissé désindustrialiser le pays, parce qu'on n'a pas eu le courage de confronter les forces de résistance aux conséquences de leur attitude. Conséquence de leur attitude, c'est la dévitalisation de l'économie, c'est des classes populaires qui n'ont plus d'emplois industriels bien payés, et c'est un pays qui se fracture. La fracture, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Denis, aujourd'hui, on a des Français qui n'y croient plus, qui ne votent plus même. On a vu ce qui s'est passé. On a eu. Alors, je ne sais pas si Bertrand, Léonidas, vous reprendrez le terme, mais on a eu en fait déjà un entrepreneur président de la République, parce que l'entreprise politique, la start-up politique lancée par Macron est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Non, mais qu'est-ce qui te fait penser ? Il a essayé,
Non. Il s'est pris le réel en pleine face. Mais non, il n'a pas essayé, Stéphane. Attention, soyons sérieux. Il avait dans son programme, il avait un tout petit objectif de réduction de 120 000 postes. Il n'est même pas arrivé. Mais il n'a pas essayé, Stéphane. Pourquoi il n'a pas essayé? Parce que c'est pas un entrepreneur. Il a beaucoup de qualités. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un de brillant. Le pays dans la rue. Mais c'est pas. Il est bloqué. Mais c'est pas le. Il a même pas commencé. C'est un technocrate. C'est un technocrate de gauche. C'est un technocrate de gauche, ancien ministre de François Hollande, pour qui l'État, c'est l'alpha et l'oméga de tout, de toutes les actions, de toutes les politiques publiques. Il n'a même pas commencé. Bon. Il a augmenté le nombre de fonctionnaires. Il n'a même pas essayé. A-t-il essayé un seul instant de baisser la dépense publique, de baisser le nombre de fonctionnaires? Léonidas. Jamais, à aucun moment. Je veux bien juste d'abord rendre hommage au fait que Denis Père se lance dans cette bataille, parce que avoir ce discours présent dans la séquence présidentielle qui nous attend, c'est nécessaire. En revanche, je pense que cette démarche participe à l'obsession française autour de l'État. Il faut qu'on se libère de l'État. Et pourquoi est-ce que l'État est au niveau auquel il est, en présence de 66% à peu près de la richesse nationale qui passe par l'État? Parce que tout le monde, tous les matins, à chaque fois qu'on a un problème en France, se tourne vers l'État en demandant que fait l'État. Et à chaque fois que l'on se dit il va falloir que notre pays aille mieux, on fait ce que Denis est de pas de faire, et tant mieux aussi, c'est de se dire il faut que je prenne la place du chef de l'État pour faire ce que tous les chefs d'État depuis 30 ans n'ont pas réussi à faire. Et il va falloir collectivement, me semble-t-il, qu'on se libère de cette attente de l'homme providentiel. D'abord parce que tous les 5 ans, on attend, ça ne vient pas. Comme on est déçu, on se dit on attendra pour la prochaine fois, et il ne se passe rien durant les 5 ans qui restent. Or, l'intérêt général, la République et un pays, ça a 2 jambes. Il y a l'État et il y a la nation. Et la nation, Denis, c'est mieux que moi ce que c'est, ce sont les entrepreneurs. C'est d'autant plus les entrepreneurs aujourd'hui que désormais, il y en a 1 million de nouveaux par an. Et donc, tous ces entrepreneurs-là doivent trouver une autre manière de faire progresser notre pays, non pas tous les 5 ans, mais tous les jours, ce plébiscite de tous les jours, et arrêter d'attendre que le chef de l'État fasse quelque chose. Je vais donner la parole à Bertrand. Formidable. Inverser le rapport de force pour que le chef de l'État ne soit pas celui dont on attend les solutions, mais celui qui suit les solutions qui viendront de la nation. On va laisser Bertrand s'exprimer. Ouais. Non, juste rappeler, parce que je ne t'ai pas présenté. Tu as été le premier invité de Bismart. Oui, absolument. Voilà. Je suis très fier, d'ailleurs. Et moi donc, que tu aies accepté. Et voilà, ma conviction, c'est que Nature and People First change peut-être plus le monde que... Absolument. Une primaire des Républicains. Vas-y, Bertrand. Déjà, conviction partagée. Je félicite le courage de Denis Père. Mais oui, mais bien sûr. sûr. Se lancer dans ce genre d'opération. Vous entrez dans un monde... Enfin, vous avez déjà connu le monde politique, mais vous entrez dans un monde extrêmement violent. Tous les coups sont permis. Et mon expérience, c'est que c'est bien pire que le milieu des affaires. Voilà, c'est extrêmement violent. Expérience que tu as connue, toi, avec Sarkozy, au ministère... Oui, par exemple, quand à l'Élysée. À l'Élysée, voilà, tu étais conseiller emploi de Sarkozy. Donc, je pense que c'est bien que des personnes de la société civile, comme on dit, se démarquent et se lancent dans la bataille, mais c'est vrai que c'est extrêmement violent et difficile. Voilà. Puis en France comme ailleurs, c'est quand même beaucoup un métier de professionnel, et c'est pas totalement par hasard que c'est un métier de professionnel. Voilà. Donc c'est déjà le premier point. Ensuite, sur la place de l'État, voilà. Alors c'est toujours pareil. Moi, je suis de plus en plus dubitatif sur l'idée qu'une élection d'un homme ou d'une femme change radicalement la donne. Voilà. Je crois qu'on a eu quand même, notamment avec Nicolas Sarkozy et puis également Emmanuel Macron, on a des personnes qui ont des qualités et des défauts, mais dont une qualité, c'est quand même la volonté et le volontarisme. C'est des gens qui ne sont pas arrivés par hasard, qui ont une volonté surhumaine, qui peuvent soulever des montagnes, véritablement. Des gens plutôt courageux, il me semble. Et ils se sont heurtés, tous les deux, finalement, aux mêmes difficultés. C'est parce que le sujet, c'est pas un sujet de volonté pure d'un homme ou d'une femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le sujet, il est complètement systémique, et ça renvoie exactement à ce que disait Léonidas. C'est que l'État, pour changer l'État, c'est pas simplement changer des décrets et des lois, en fait. C'est un problème de culture, de mentalité. Et les pires étatistes sont pas forcément là où on croit. C'est-à-dire que c'est pas simplement un problème de nombre de fonctionnaires, c'est un problème d'automatisme puissamment ancré dans l'individu français, en fait. Alors ça se change, mais en prenant du temps.
et pas forcément simplement par des décrets. Alors, il y a des choses qu'on peut changer par décret. Bon, un système de retraite, ça se change par la loi et par les décrets. Mais probablement... Voilà. Entière, ça ne fait pas par loi et décret. Voilà. Mais changer pour changer la relation intime qu'ont les Français vis-à-vis de l'État, il faut du temps, et ça ne se fait pas en 5 ans, et ça ne se fait pas simplement en décidant par le haut, en fait. Voilà, c'est assez compliqué. C'est pour ça que, alors je ne dis pas que j'ai la solution, mais en tout cas, l'idée qu'on va changer l'État simplement sous un décret un peu napoléonien qui est j'arrive et puis je change 3 lois et puis vous allez voir ce que vous allez voir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors ça, c'était le premier point, et le deuxième point, c'est vous avez reparlé du nombre de fonctionnaires, etc. Le vrai sujet des dépenses publiques, c'est les dépenses sociales en France. Au sens large. Voilà. Là, il y a trop de fonctionnaires à un certain nombre d'endroits, il n'y en a pas assez aussi à d'autres endroits. Donc la marge de manœuvre de diminution du nombre de fonctionnaires, elle existe. Mais on joue sur quelques centaines de millions d'euros par an, en fait. La vraie masse, si vous voulez vraiment faire une révolution... De grandeur, je vous avoue, je vous ai plus en tête, c'est 400 milliards à peu près le budget de l'État, oui, c'est ça. Oui. Et on est quoi, 700 milliards dépenses sociales, quelque chose comme ça on est sur un peu plus de 30% du PIB, et donc on est sur 700 milliards. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et dont une partie est dans le budget de l'État, mais une petite partie, la grosse partie, c'est les dépenses d'assurance maladie, d'assurance chômage, etc., les dépenses de retraite. Parce que ce qui nous distingue le plus par rapport à l'Allemagne sur les dépenses publiques, c'est les retraites. Les retraites sont la merde. Bon, alors, attends, ça fait 2 sujets. Du point de vue des dépenses. Le premier sujet, c'est... parce que ça m'intéresse beaucoup, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire... C'est peut-être pas le meilleur endroit, en fait, pour faire changer la France. C'est ça que vous dites, finalement. Je suis en total désaccord par rapport à ça. Je pense que accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une forme de capitulation qui est juste inacceptable. Et je pense en plus qu'aujourd'hui, les Français, ils sont prêts à entendre un discours différent. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, on avait des Français qui, effectivement, se contentaient de cette situation, qui l'acceptaient et qui en vivaient plutôt bien. Et avec la pandémie, on s'est rendu compte, les Français ont compris qu'effectivement, on avait un État obèse, inefficace. Ils l'ont vu, les chiffres ont été exposés, l'organigramme de la santé publique est d'une complexité invraisemblable, les gens l'ont vu, on a vu étaler les chiffres, et je reviens sur le nombre de fonctionnaires, on a des effectifs pléthoriques, des effectifs centraux qui sont pléthoriques, on est à 33% de la dépense de santé qui est en effectif mais les effectifs centraux, c'est peanuts par rapport à l'ensemble. Quand ils sont à 25 points, c'est pas peanuts, je suis désolé. Par rapport à l'ensemble. Quand ils sont à 25 points dans les autres pays d'Europe. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les administrations. Donc ça, c'est un des sujets. C'est pas le seul, effectivement, mais c'est un des sujets. Et il y a aujourd'hui, je pense, une adhésion des Français par rapport à ce discours sur il y a besoin d'arrêter, de limiter cette bureaucratie, de la contrôler. Bien sûr qu'une bonne partie aussi des gaspillages sont dans la dépense sociale. Bien sûr qu'il faut faire une réforme paramétrique des retraites, toute simple d'ailleurs, pas quelque chose de compliqué comme a voulu le faire Macron. Je pense qu'il faut aussi plafonner les aides sociales à 80% du SMIC. Je pense qu'il faut qu'il y ait un contrat aussi. Denis, rentrons pas là-dedans parce que rentrons pas dans le programme. Oui, mais on sait très bien. Bertrand l'a dit très justement. Tu as eu deux gars. Mais même Sarkozy, Macron, mais même alors, qui soulèvent des montagnes. Non, mais je vais répondre à ça. Je peux répondre à ça. Je vais répondre à ça. La différence majeure entre et qui effectivement, il se trouve que j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je connais un peu Emmanuel Macron moins bien. Évidemment, je connais son parcours. Mais la différence majeure entre ces deux profils, un profil comme le mien, c'est que moi, je suis un manager. Un organisateur. Le sujet, il ne faut pas l'appréhender effectivement sous une forme comptable. Il ne faut pas arriver en disant je vais supprimer 100 000 postes ou 200 000 postes. Il faut regarder chacune des fonctions les unes à côté des autres. Il faut regarder comment les organisations fonctionnent. Il faut regarder comment on fait pour pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut une approche managériale et organisationnelle qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre ne sont ni des managers, n'ont jamais créé des équipes, n'ont jamais développé des sociétés, ne sont jamais partis à la conquête du monde avec des produits, n'ont jamais eu à réfléchir en termes d'organisation, en termes d'efficacité d'équipe. Et c'est ça la différence majeure. Et donc c'est pour ça qu'effectivement ils n'y sont pas arrivés. L'autre raison, c'est que je pense qu'encore une fois, le timing était juste pas le bon. Il n'y avait pas cette maturité qu'on a aujourd'hui, avec une compréhension par une majorité de Français, grâce à la pandémie, je pense, que le système bureaucratique
qu'on connaît. D'ailleurs, Le Point a fait celui Robin Rivaton écrit La France est prête en 2015 ou 2016, si tu veux. Mais ça, c'est Robin Rivaton. Mais non, Robin Rivaton, c'est... Non, c'est pas ça. Je me moque de ce que dit Robin Rivaton. Mais tu as tort. Moi, je lis... C'est très intéressant. La France est prête. Mais non, mais il y avait tous les sondages, il y avait tous les chiffres, il y avait tout ce que tu voulais en termes d'argumentaire. A-t-il même essayé? A-t-il même commencé? Il n'a pas commencé. Mais il n'y a pas eu le moindre début d'une réflexion sur comment on fait pour réorganiser l'État. Et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave qu'elle l'était d'ailleurs il y a quelques années. Aujourd'hui, jusque-là, c'était que des problèmes économiques qui sont déjà relativement graves. Aujourd'hui, le problème, c'est que même le régalien ne fonctionne pas. Bien sûr. Même le régalien s'effondre. Oui. Avec un État qui veut tout faire et qui ne peut évidemment pas tout bien faire, parce que quand on vient du monde de l'entreprise, on sait qu'il faut faire des choix. On a même le régalien qui s'effondre. Aujourd'hui, on a des bandes armées d'AK-47 dans des zones de non-droit qui font la loi. La préoccupation numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est la sécurité. Oui. C'est la sécurité. Repars pas sur ton programme. Repartons pas sur les programmes. Non, c'est pas un programme. Vous êtes en train de me dire, non mais les gars, tout va bien, on va continuer à mais non, alors qu'est-ce que vous non, moi je suis pas d'accord. Vous proposez de réélire Emmanuel Macron qui n'a absolument pas traité ces problèmes-là. Quelles que soient ses qualités, son intelligence, il n'a pas traité ces problèmes-là. On est en désaccord et j'aimerais juste exprimer le désaccord. Quand il a été élu. Et beaucoup plus grave quand il a été élu. Oui, mais probablement elle aurait été beaucoup plus grave quel qu'eût été le président de la République, parce qu'encore une fois, il y a un certain nombre de forces dans l'appareil d'État qui sont assises dans un consensus national pour que si on commence à bouger les rouages, eh bien, le pays se crispe et va à la crise. Qu'est-ce qu'on fait dans le privé lorsqu'on a des problèmes de ce type à résoudre? Et je pense par exemple à des choses qu'on a tous vues, France Télécom, la SNCF, on met de la concurrence. Il faut, me semble-t-il, et ce n'est pas une contestation de la démarche qui est la tienne, mais il faut, me semble-t-il, de façon systémique, que la nation, que j'assimile aux entrepreneurs, se mettent en concurrence avec l'État dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la reconstruction des banlieues, le transport, dans tous les domaines. Et que, pardon Denis, qu'on aille au bout, pardon Denis, qu'on aille au bout, que les Français voient que leur argent, que l'argent qui existe dans le pays est mieux alloué vers l'efficacité lorsque ce sont des entreprises et des entrepreneurs qui le font, que quand c'est l'État qui le pompe pour le faire à la place de tout le monde. Et on n'a pas fait cela depuis des années. On n'a pas fait la démonstration. Nous, Denis, non, pardon, Denis. Non, pardon, Denis, je veux insister là-dessus. Collectivement, nous n'avons pas fait la pédagogie. Dans ton coin, là, je ne vais pas décider demain de monter une éducation de service public. Moi, on a monté en quelques semaines, Entrepreneurs pour la République, il y a déjà 200 boîtes qui proposent des choses qui sont d'utilité, d'intérêt général. La nation est au service de l'intérêt général. On n'a pas forcément besoin d'être en carrière politique ou dans l'appareil d'État pour servir l'intérêt général. Il faut qu'il laisse faire l'appareil d'État. Mais pardon, d'abord, c'est ce que font. Juste ça. C'est ce que font. Mais c'est une bataille de tous les jours. C'est une bataille de tous les jours. C'est que tu m'as expliqué que tu croules sous les appels d'offres. Cette phrase formidable, est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne? Enfin voilà, c'est la réalité de l'appareil d'État que tu dois affronter. Donc, mais cette bataille, nous devons la mener. Et cette bataille ne peut se mener que si collectivement la nation s'organise face à l'État. Et vraiment, je dis ça parce que que la nation s'organise face à l'État, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrête d'avoir le fantasme que seul un homme providentiel à la tête de l'État pourrait réparer les choses, parce que je pense que tous ont voulu le faire. Que même des gens fabuleux comme un Poitrinal a essayé de réformer l'État. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a pas, durant des années, durant des mois et des années, ce moment de tension entre la nation et l'État, où la nation collectivement demande à l'État de l'efficacité et des comptes. Et malheureusement, je crains que l'on arrivera à modifier cet appareil qui pèse sur notre pays uniquement de l'extérieur et probablement pas de l'intérieur. Un mot de Bertrand, je te laisse dire après, et ensuite on... Je partage en grande partie le diagnostic que vous faites. Mon seul point, c'était, je rejoignais ce que disait Léonidas, c'est-à-dire je ne crois pas que ce soit uniquement la volonté d'un homme, parti du haut, etc. Et deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision comptable, mais vous l'avez dit aussi d'ailleurs. Et embrayer un programme sur le thème, il faut moins X centaines de milliers de fonctionnaires en moins, c'est prendre le sujet, à mon avis, à l'envers. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que je ne suis pas sûr que la pandémie, malgré tous les dysfonctionnements dans le système de santé qui ont été repérés par les Français, je ne suis pas sûr qu'on aille vers une demande de moins d'État.
Voilà, intuitivement, je ne suis pas sûr que les Français considèrent qu'ils ont besoin aujourd'hui de moins de... Mais à tort ou à raison, hein, c'est pas qu'ils ont besoin de moins de protection, qu'ils ont besoin de moins d'allocations, moins de dépenses sociales, etc. Voilà, j'ai un doute sur l'impact de la pandémie sur le mindset des Français. Voilà. Moins d'État. Je propose ça, moins d'État. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et la démonstration. C'est une formule, ça. Non, mais non. La démonstration de l'efficacité. La démonstration de l'efficacité du privé, elle a été faite. Les délégations de services publics, elles existent. Il y en a dans des tas de domaines, dans les transports. Il y en a qui ne marchent pas, mais il y en a qui marchent très bien. Dans les transports, les TCL lyonnais, ils coûtent 4 fois moins cher au kilomètre que la RATP, par exemple. Les crèches, par exemple. Ils sont les Français qui le savent. Mais je vais le faire savoir. Je vais le faire savoir. Et quant à la perception des Français sur le fait qu'il y a un problème aujourd'hui d'efficacité de l'allocation de l'argent public, elle est là, elle est partout. La première réaction des Gilets jaunes, la première question des Gilets jaunes, avant qu'ils soient récupérés par l'extrême gauche, c'était où va l'argent ? Où va l'argent ? Les Gilets jaunes, c'était une rébellion, c'était une révolte fiscale, c'était une jacquerie fiscale. Aujourd'hui, même les gens les plus modestes se rebellent contre l'utilisation qui est faite de l'argent public. Donc ne me dites pas qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas prêts à entendre un discours d'utilisation optimale, efficace de l'argent public. Ce qui ne veut pas dire renoncer à la protection sociale, ce qui ne veut pas dire reculer, mais simplement utiliser cet argent plus efficacement. Oui, et ça, c'est possible quand on vient du privé comme moi et qu'on a fait ça toute sa vie. Le business model de l'aventure, Denis Père. Parce que tu as déjà tenté le coup avec nous, citoyens. Bah oui. Non, moi, j'ai le business model. Comment est-ce que tu vas conquérir ce marché qui s'appelle Stéphane, la France. Stéphane, moi j'ai la République. Non mais si tu te souviens de comment ça s'est passé, moi j'étais dans une démarche collective et pas individuelle. Et notre objectif à tous les gens que j'avais réunis autour de nous citoyens, c'était qu'on n'ait pas en 2017 une présidentielle pour rien. C'était pas que Denis Père soit élu. Et on a réussi à pas avoir une présidentielle pour rien, si vous vous souvenez. D'accord. On a eu 2 candidats qui avaient des vrais programmes de réforme du pays. Un, Fillon, qui avait un programme beaucoup plus poussé, en particulier sur la réforme de l'État, même si je souscrivais effectivement pas à tout. Les 500 000, c'était peut-être pas la bonne approche. Mais j'aurais préféré entendre parler de chiffres, en dire voilà, maintenant on va revenir à des prélèvements qui sont équivalents à la moyenne européenne. Voilà, il y a 6 points de PIB pour 140 milliards. Et puis Macron un peu moins. Là maintenant, eh bien, je vais effectivement essayer OPA de convaincre... sur les Républicains. OPA, peut-être, oui. En tout cas, je vais essayer de convaincre... Amical, exactement, amical. Je vais essayer de convaincre les Républicains. Aujourd'hui, si on regarde les candidats des Républicains, ils sont tous éminemment respectables. Mais je pense qu'aucun d'entre eux a la capacité de battre Emmanuel Macron, parce qu'aucun d'entre eux a effectivement une crédibilité en matière économique. C'est des gens qui ont toujours fait que de la politique. Alors, beaucoup de respect, parce que c'est un sacerdoce. Je dépense donc je suis. Mais les Républicains, c'est les mêmes, en fait, Denis. Alors, je dépense donc je suis. Non, je ne suis pas d'accord. Depuis 1974, les budgets en déficit, on a vu bien des présidents de droite. Je ne suis pas d'accord. C'est les seuls qui ont réussi, sous Sarkozy, à baisser la dépense publique de 13 milliards. Ils ont au moins pour eux cette chose-là. Cela dit, et là où je vous rejoins, c'est que jusque-là, effectivement, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de demande de la part des citoyens de travailler sur cette question-là avec efficacité. La demande, elle est là aujourd'hui. Les Gilets jaunes disent où va l'argent. Les gens les plus modestes aujourd'hui se rebellent et demandent des comptes. Donc les choses ont changé. Les choses ont changé. Je pense qu'il y a une attente très large. Un mot tous les deux et on marque une pause. Pour faire la pédagogie auprès des Français de la situation et de ce gigantesque déséquilibre que l'État fait peser sur notre pays, ne serait-ce que pour cela, je trouve que la démarche est exceptionnelle et donc je la salue. Merci. Bertrand, un mot. Je redis que 2 ans de dépenses, quoi qu'il en coûte, de total oubli des équilibres budgétaires, du fait que les taux d'intérêt ne seront pas éternellement négatifs, etc. Malheureusement, je ne serais pas aussi optimiste. Je pense que les Français sont très largement anesthésiés sur la dépense publique et peut-être même plus que jamais. On a eu les chiffres d'ailleurs à la fin de la semaine dernière, les chiffres un peu précis. Là, c'est 49 milliards d'euros de coût budgétaire global 2020. Et sans doute encore 40-50 milliards d'euros 2021, donc coût budgétaire sur l'ensemble des aides. Après, si on agrège tout, c'est le comité de suivi et d'évaluation des mesures de crise. C'est magnifique ça, le comité de suivi et d'évaluation. C'est 230 milliards pour l'instant, entre mars et l'été 2021, mais là-dedans, ils mettent les prêts. Mais encore une fois, je ne sens pas monter du tréfonds du pays une inquiétude sur l'évolution de la dépense publique, là, en ce moment.
Je ne dis pas dans quelques années, mais... je sens juste monter du tréfonds du pays un rejet massif de la classe politique. C'est peut-être quand même intéressant. Oui, mais enfin, c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi ? Parce que dans ce débat sur la dépense publique et sur son efficacité, il y a des choses comme l'éducation, par exemple. L'éducation qui est totalement à la ramasse et qui n'a pas du tout été réformée suffisamment par les équipes de Macron. Blanquer a fait des choses intéressantes sur la pédagogie, mais la pédagogie, c'est 20% du sujet. 80% du sujet, c'est des problèmes de management, d'organisation, de motivation, de recrutement. C'est ça le sujet, qui fait qu'aujourd'hui, on est derrière l'Albanie quand on est testé. Mais oui, derrière l'Albanie, c'est quoi ? Bien sûr, les tests Teams, c'est un test de l'OCDE, donc très large, et ça va même au-delà, en sciences, en maths et en physique, en 4e et en seconde. On évalue le niveau des élèves. La France est un des derniers pays dans ces tests, derrière l'Albanie, qui a beaucoup moins de moyens que nous. Donc aujourd'hui, on est un des pays qui dépense le plus dans ce domaine-là, et on est un des derniers du classement. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de préparer nos enfants à faire face au challenge du 21e siècle et de la connaissance. Très donc bon papier. C'est un scandale. C'est ce qui nous permettra d'embrayer sur l'assurance chômage, l'emploi, etc. Dans la deuxième partie, mais très intéressant point de vue de Patrick Artus ce matin dans Les Échos, qui dit que 45% des décisions de recrutement prises par les entreprises aujourd'hui, il donne le chiffre de 2,5 millions, je crois, ça correspond à peu près 2,5 millions de recrutement, 45% aboutissent à des difficultés. C'est pas l'échec, mais il y a une difficulté du fait justement d'une inadéquation des compétences pour 45% des décisions de recrutement aujourd'hui. Denis, on marque une pause et on parle de ça justement dans un instant.